Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière parce que c'est pas vraiment une vidéo. Et oui, j'ai décidé de me lancer dans le podcast pour faire un peu comme tout le monde et donc j'ai créé un podcast qui s'appelle La Bonne Toile. Le principe du podcast, c'est d'inviter 3 personnes, de sélectionner un genre de film et que ces 3 personnes-là nous présentent à chaque fois un film et qu'on passe à peu près 1 heure à débattre de chaque film. Donc c'est un podcast hebdomadaire et il est sur SoundCloud pour le moment, j'espère qu'il sera sur les autres plateformes par la suite. Donc si vous voulez avoir tous les épisodes qui vont suivre, abonnez-vous sur SoundCloud. Pour le moment, le premier épisode est évidemment disponible après mon petit laïus dans cette vidéo. Donc si vous voulez l'écouter, vous avez cet épisode-là. Mais pour avoir ceux qui viendront par la suite, abonnez-vous sur le SoundCloud. Le premier épisode, qui est donc celui contenu dans cette vidéo, est sur le film d'horreur The Descent. Et je suis accompagné de Anthony Pazzona, de Demoiselle d'horreur et de Manon Franken. Voilà, donc on est tous les 4 pour débattre dans la joie et la bonne humeur sur ce film qui, quand même, m'a bien foutu les chocottes. Il est donc temps de vous laisser avec le premier épisode de La Bonne Toile, et si vous voulez écouter les suivants, vraiment, abonnez-vous sur le SoundCloud, le lien est dans la description, parce que sinon, vous n'allez pas être au courant qu'il y en a des nouveaux, et le but, c'est qu'il y en ait un plus ou moins tous les lundis. Donc voilà, j'ai hâte que vous l'écoutiez, et que vous me fassiez évidemment des retours pour améliorer cet épisode, et cette formule, et ce podcast. Et écoutez, à vous, j'ai pas envie de vous dire bonne toile, j'ai envie de vous dire bonne écoute. Bienvenue dans Bonne Toile, le podcast qui parle de cinéma par genre et par salve de 3. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'accueille une petite équipe qui va me suivre pour les 3 premiers épisodes. Donc on va parler de 3 films et le genre de ce mois, c'est le cinéma d'horreur, d'angoisse. J'ai mal défini le truc, j'ai juste demandé des films d'horreur à des gens. Donc qui sont ces gens? C'est ça la question. On va commencer par Manon. Tu peux te présenter, Manon? Bonjour, moi je m'appelle Manon. Je suis blogueuse sur plusieurs blogs, notamment Fucking Cinéphile. Et j'ai récemment ouvert une chaîne YouTube qui s'appelle Frankenstein's Lab, sauf si elle change de nom, ce qui est peut-être au projet. Et sur Twitter, je suis MN Frankenstein. Et voilà, donc merci beaucoup Manon. Maintenant, on va passer à Anthony. Anthony, tu peux te présenter? Moi, c'est Anthony Pazzona de la chaîne du même nom. J'ai une chaîne YouTube qui parle de cinéma de tout genre. Il n'y a pas vraiment de style bien précis. Si vous voulez voir quelqu'un qui parle avec émotion de film et qui essaye de faire ressentir les émotions qu'il a eues pendant le visionnage, vous êtes sur la bonne chaîne. La dernière personne qui va nous accompagner ce mois-ci, c'est Judith. Bonjour, donc moi c'est Judith de la chaîne Demoiselle d'horreur, qui est une chaîne dont les épisodes proposent des analyses de personnages féminins dans les films d'horreur. Voilà, et donc vous avez 3 personnes qui ont une chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller les checker et qui vont donc nous accompagner sur 3 films différents. Je vais pas révéler tous les films tout de suite, en tout cas on va parler du premier aujourd'hui, et donc le premier film c'est toi Anthony qui l'a choisi. J'étais en train de me planter de qui avait choisi ce film, c'est donc toi, et donc c'est quel film Anthony? Alors c'est The Descent qui est sorti en 2005 et qui a été réalisé par Neil Marshall, il me semble. Exactement. Donc, est-ce que tu peux me parler de la première fois que tu as entendu parler de ce film, de ton rapport avec ce film, la toute première fois, vraiment, The Descent? La toute première fois, c'était l'époque de 2005, à l'époque où il y avait le téléchargement Emule. En gros, c'est vraiment par hasard. On était des gros fans de films d'horreur avec mon père et moi, et on regarde le synopsis d'un film qui s'appelle The Descent et tout ça, vraiment par hasard sur Emule. Et on sait pas trop à quoi on va s'attendre et tout ça. Mon père, il connaît l'histoire, moi je ne la connais pas du tout. Il télécharge le film et tout ça. Et c'est vraiment un pur hasard que je l'ai découvert en fait. Il n'y a pas vraiment eu de « Oh, on m'a parlé de ce film, regarde-le, il est trop bien ». Non, c'est vraiment un pur hasard. Et donc toi, par exemple, Judith, ton premier rapport avec The Descent? Alors moi, je ne l'ai pas vu en salle, mais je me rappelle que ma mère et mon frère l'avaient vu en salle et étaient revenus en disant que le film était super bien, super angoissant, très dur dès le début, etc. Donc ils me l'avaient pas mal teasé, donc je l'ai vu quelques années après, je pense vers une 15aine d'années peut-être, et j'ai trouvé ça vraiment bien. Je pense que je l'ai pas aimé tout de suite comme je l'aime maintenant après m'être penché davantage dessus, mais il me laisse vraiment le souvenir de quelque chose de très efficace et plus prometteur que le premier abord, quoi. Manon, tu sais quelle question je vais te poser? Oui, moi j'ai vu le film assez récemment, puisque c'était il y a 2 ans que j'ai découvert. C'est mon copain qui m'avait vachement bien vendu ça, il m'avait dit faut absolument que tu le vois, c'est super intéressant et tout, il y a des bonnes thématiques de représentation et ça fait vraiment super peur. Et en effet, ça fait vraiment super peur pour le coup. On m'avait dit qu'il fallait pas être claustro, en effet aussi. Ouais, moi je l'ai découvert à télé un soir et j'ai pas réussi à le finir tellement il m'avait mis mal à l'aise et il m'avait bien fait peur. Ouais, non mais je suis un vrai fragile moi sur les films d'horreur, donc écoute, quand un film fait cet effet-là, c'est qu'il marque mine de rien. Et alors on n'a pas parlé un peu de quoi ça parle. Anto, tu peux nous résumer un peu l'histoire de The Descent? Oula, alors les noms des personnages, je suis pas sûr que je vais réussir à bien les capter. En gros, après la mort de son mari et de sa fille, il y a une fille
fille dénommée Sarah, il me semble, est un peu traumatisée et tout ça. Elle a plus vraiment le goût à rien faire et tout ça. Et un jour, ses copines, qui sont des fans de sport extrême, elles font vraiment du kayak, de l'escalade et tout ça, des plus sportifs que moi en tout cas. Elle lui propose de faire de la spéléologie dans une certaine grotte. Le problème, c'est que cette certaine grotte n'a apparemment jamais été visitée et durant le film, on va très vite découvrir pourquoi. Bah ouais, c'est un bon résumé. Je pense qu'on va spoiler le film, hein. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, allez-y. Mais voilà, si vous voulez vraiment de toute façon, n'écoutez pas un podcast sur un film si vous voulez absolument pas savoir de quoi ça parle, mais non, mais voilà, on va s'autoriser évidemment à raconter le film. C'est pas un film à twist plus que ça. C'est un film qui peut se découvrir même en ayant écouté ce qu'on va sûrement en dire. Donc, c'est toi qui as proposé ce film, Anto, parce que dans le registre de l'horreur, quand je t'ai demandé un film d'horreur, tu penses à celui-là. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a de spécial pour toi ? Bah moi, je pars du principe que le style de l'horreur, ce qu'il doit le mieux réussir, c'est nous faire peur avant tout. Et moi, quand je pense à le film qui m'a vraiment le plus effrayé au monde, je pense immédiatement à ce film-là. Je sais pas si c'est mon film d'horreur préféré, mais en tout cas, c'est celui qui pour moi a réussi le mieux son objectif dans le genre, en tout cas. Parce que quand on pense à une comédie, on se dit bon bah l'objectif c'est qu'il fasse le plus rire. Bah pour moi, un film d'horreur, pour qu'il réussisse. Après bon, c'est pas vrai pour tous les films, j'ai envie de dire, mais pour moi l'horreur pure, en tout cas, c'est de faire peur dans un premier temps. Et pour moi, c'est vraiment Zidesson qui m'a vraiment le plus provoqué cette sensation, on va dire. Et vous trouvez qu'il fait peur tout le long, le film ? Vraiment ? Ouais, oui, pas de la même manière d'ailleurs. Bah voilà, parce que donc dans la première moitié, on joue plus sur la claustrophobie, et la deuxième moitié, voilà, c'est une question de monstres, etc. Et c'est vrai que chaque séquence, je trouve, enclenche des mécaniques, on va dire, de suspense, etc. Assez différentes, qui se renouvellent bien tout au long du film. Et ouais, je crois que chaque séquence, c'est très très angoissante. Ouais, moi j'avoue que ce qui marche le mieux sur moi, c'est la claustrophobie, clairement. Je veux dire, c'est la toute première séquence d'angoisse où elle est coincée, tout ça. C'est là où j'avais arrêté le film la première fois, parce que je trouve ça hyper viscéral. Ah ouais, c'est même pas quand les monstres arrivent. Non, j'avais même pas vu les hommes des cavernes là. Non, mais parce que je trouve ça hyper viscéral comme séquence. Moi, c'est vraiment un truc où c'est une angoisse profonde que je dois avoir, et ça a vraiment touché juste. Mais après, c'est sûr que les monstres, il y a tout de suite quand tu ramènes des monstres et tout ça, il y a un côté peut-être un peu qui s'éloigne en fait de nous, parce que fatalement c'est plus compliqué de s'identifier à quelqu'un qui est face à un monstre que quelqu'un qui est bloqué dans un truc étroit, parce qu'on a tous plus ou moins été dans une situation et beaucoup moins dans l'autre. Donc je trouve, mais après c'est vrai qu'il y a un côté où on sent aussi je trouve qu'il crée un peu plus de nervosité dans sa mise en scène par la suite, et donc un peu trop des fois. Voilà, et un peu trop, et donc c'est peut-être, je trouve que c'est moins maîtrisé que vraiment le tout début où je trouve que c'est ultra juste quoi. Mais toi, ça t'a fait peur, Manon, comme film ? Moi, ce qui m'a fait peur, c'est quand il y a les monstres, justement, pour le coup. Ouais, mais c'est vrai que la première apparition, en fait, elle est assez avant-gardiste, parce que avec la caméra qui filme. Ouais, c'est un truc. Après, on avait vu de temps en temps des petites silhouettes et tout ça. On savait qu'il y avait quelque chose, mais on n'arrivait pas vraiment à l'identifier. Mais c'est vrai que ce plan en night, caméra de nuit, en night machin. C'est vrai que tu t'attends pas à ce qu'il surgisse à ce moment-là, juste derrière les personnages, en étant tranquillement posé là. Tu te dis, wow, ce moment-là, pour moi, c'est un jumpscare tout con, mais il a tellement bien fonctionné sur moi ce moment-là, parce que tu te dis, bon, ça va arriver, mais tu sais jamais quand. C'est ça qui est bien. Moi, c'est le fait qu'il soit derrière elle, en fait, qui me fait vraiment super peur. T'as envie de vérifier derrière toi s'il y a personne, et c'est quelque chose qui fonctionne pas toujours au cinéma, mais là, pour le coup, ça avait fonctionné sur moi. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un reproche qu'on fait beaucoup au film, enfin que moi j'entends beaucoup, que c'est pas un reproche que je fais, mais c'est qu'on voit trop les créatures trop rapidement, etc. Or, je trouve que dans cette scène, c'est justement tellement bien amené. Moi, ça me dérange pas, parce que justement leur apparition est très 50 minutes de film, faut attendre quand même. Oui, on les voit trop parce que les gens aiment bien justement la suggestion des premières apparitions, et qu'à partir du moment où on les voit vraiment, ils trouvent que ça gâche. Mais en fait, je trouve que c'est tellement bien fait que non, enfin moi ça m'embarque. Ouais, je trouve que les créatures, elles sont cohérentes, t'arrives à y croire, tu comprends pourquoi elles ressemblent à ça. Oui, en plus c'est super bien pensé, ouais. Et pour le coup, moi j'ai du mal avec cet argument, parce qu'il y a Alien qui a fait ça bien une première fois, Les Dents de la Mer aussi, donc d'un coup tout le monde se dit ah mais la suggestion c'est génial, mais la suggestion ça va un temps en fait. Enfin, il y a un moment dans le film. Ça peut pas durer éternellement. Ouais. Bah non, mais il l'exploite. Je veux dire, là il l'exploite pendant quasiment 1 heure, et il y a un moment. C'est suffisant. Voilà, c'est ça. Il en joue. Une fois qu'il a passé ça, je trouve que c'est important qu'il justement s'amuse avec les créatures, qu'il fasse du combat, des trucs. Enfin, pour le coup, c'est un film qui est plutôt généreux là-dessus, quoi. Et alors, j'avais une question à vous poser là-dessus. Si vous deviez trouver, Judith et Manon, un défaut au film. Un défaut, quelque chose que vraiment vous trouvez
qui vous déplaît dans ce film? Ah, tu pars du principe que moi je n'ai pas de défaut. Non, mais je te le demanderai peut-être après, tu verras. Vous connaissez pas encore le principe du podcast, alors c'est bien. Moi c'est facile, c'est celui que j'évoque dans ma vidéo sur le sujet, c'est le fait que on est déçu d'avoir, enfin en fait on a enfin un film qui met en scène des personnages féminins à foison, qui sont non genrés, donc c'est-à-dire que on en a rien à foutre de leurs histoires d'amour, etc. Il en est absolument pas question pendant tout le film, sauf au début et à la fin, où finalement on a cette espèce de thématique de l'adultère qui encadre tout le reste de l'action et qui ramène les personnages féminins à la fin à des sentiments de trahison parce que la copine de Sarah a couché avec son mari, etc. Et c'est vraiment dommage d'en revenir à ça parce qu'on se débrouillait très bien sans des histoires de mecs, excusez-moi, mais jusque là quoi. Donc vraiment dommage. C'est marrant parce que j'ai regardé ta vidéo sur le sujet qui est très intéressante. Allez évidemment la checker. Donc qui fait tout un rapport avec Socrate et la catharsis de Socrate, c'est ça, et donc et comment le film arrive en fait à exploiter ça. Donc c'est vraiment une super vidéo. Et en effet, tu soulèves ça. Moi, quand j'ai revu le film, en fait, je me rendais pas compte qu'il y avait un moment où c'était verbalisé cette histoire d'adultère. Alors tu dis que c'est une des personnes quand elle est en train de mourir, elle le dit. Oui, en fait, c'est alors le personnage qui s'appelle Beth, du coup, qui s'est fait transpercer la gorge par Juno, qui fait comprendre à Sarah, c'est-à-dire qu'elle le verbalise pas, elle lui donne le collier qui appartenait à Juno, mais avec une citation gravée dessus du mari de Sarah. Donc là, voilà, Sarah comprend tout d'un coup qu'en fait, il y avait quelque chose de très intime entre son mari. Citation du mari de Sarah. Attends, c'est quoi la citation? Si, parce qu'au début du film, elle montre une photo. Elle regarde une photo d'elle tout ensemble en excursion, et Sarah a le réflexe de dire love each day, donc chérir chaque jour, et elle dit c'est quelque chose que mon mari disait souvent. Et en fait, il y a écrit love each day sur le collier, et là elle se dit il a dit ça à mon ami, il lui a fait graver un collier avec cette phrase, donc en gros il niquait quoi. Et bref, c'est à ce moment-là que Sarah, on se dit qu'elle comprend ce qui s'est passé, et du coup à la fin, pas à la fin, mais si vers la fin, quand elle détruit le genou de Juno pour pas lui permettre de s'en sortir, on a ce gros plan sur le collier et sur la citation qui nous fait dire que la première raison pour laquelle elle fait cette chose horrible que d'enfermer sa copine dans la grotte avec les créatures en lui pétant le genou, c'est parce qu'elle sait qu'elle a couché avec son mari. Et je trouve ça vraiment dommage de revenir dans ces considérations. Justement, moi je l'ai pas du tout vu comme ça. Là, ça prend du sens, mais moi, il y a peut-être une seconde lecture là-dedans qui, je pense, est ça. Mais moi, pour moi, le truc en surface qui est évident, c'est elle lui montre le collier pour lui dire je sais que c'est toi qui lui a transpercé le cou et tout ça. En fait, moi, je trouve qu'il y a une distinction à faire. Ça, c'est ce qu'on pense en tant que spectateur. Nous, on se dit à ce moment-là, on comprend que ce personnage, on lui en veuille parce qu'elle a laissé crever son ami après lui avoir transpercé la gorge, etc. Et en plus, il se trouve qu'elle a couché avec le mari de l'autre qui a eu un accident de voiture parce qu'il pensait à ça et la gamine est morte. Enfin, bon, si vous avez vu le film, vous voyez de quoi je parle. Mais du coup, en fait, nous, oui, on a tous ces éléments-là présents à l'esprit au moment où on regarde le film, donc ça fait sens. Mais le personnage, Sarah, elle peut pas être au courant de tout ça. Elle peut pas, Juno peut très bien penser qu'elle a trouvé le collier sur Beth déjà morte, parce qu'a priori, elle était vraiment partie. Non, je crois que Beth lui dit carrément, c'est Juno qui l'a fait. Oui, elle le croit pas, et elle lui montre le collier. Oui. Non, mais je veux dire, Juno, au moment où Sarah va lui péter le genou et qu'elle voit que Sarah a le collier, elle peut pas se dire, ok, elle sait que j'ai laissé crever notre amie. Tout ce qu'elle sait, parce qu'elle a vu que c'est Beth qui lui a arraché le collier. Moi, si j'étais Juno, dans ma tête, Beth, elle serait déjà morte au moment où Sarah la trouve. Tu vois, c'est ça que je trouve. Et on a vraiment ce gros plan sur la citation. Pour moi, la mise en scène ramène vraiment la problématique là-dessus. Mais est-ce que moi j'ai plutôt interprété ça pas comme un rapport à l'adultère, mais un rapport à la culpabilité, qu'en fait si son mec et surtout sa fille est morte, c'est parce que le père il pensait. Enfin, tu vois, c'est vrai qu'il y a cette couche qui va au-delà de juste tu te tapais mon mari, c'est en fait t'as détruit ma vie quoi. Mais je suis d'accord, mais ça marche pour le spectateur, mais le personnage de Sarah, elle peut pas savoir tout ça, elle peut pas on a eu un accident et ma fille est morte parce que il pensait à elle au moment de l'accident. Justement, c'est pour ça que je te dis que ça ramène pour moi à la lecture que je vois en surface, c'est juste pour venger, c'est surtout pour venger Beth. Pour moi, tout le côté adultère, et encore, je trouve que l'adultère est méga suggéré, mais vraiment trop suggéré, et vraiment trop suggéré, même pour que ce soit un truc clair dans le film. Je trouve que c'est un bon degré de suggestion, justement. Ouais, mais il est vraiment ultra minime, quoi. Même si elle dit une phrase à un moment donné, genre dans cet accident, on a tous perdu quelque chose et tout ça. On peut penser que oui, elle aussi, elle a perdu le mec avec qui. Mais je trouve que c'est vraiment trop suggéré pour qu'on se dise, ok, il y a vraiment un lien avec ça par rapport à la fin. Pour moi, le truc vraiment en surface, c'est elle le fait pour venger Beth. Et après, on peut
interpréter aussi l'adultère et tout ça. Mais pour moi, c'est trop suggéré pour que ce soit vraiment ça la raison principale. Mais pour moi, en fait, il y a une construction en 3 temps de cette histoire d'adultère où au début, t'as Sarah qui dit « Mon mari disait cette phrase Love Each Day ». Ensuite, elle trouve le collier sur le corps de Bess, enfin sur Bess, et où t'as la phrase genre Love Each Day. Là, elle comprend qu'ils avaient une histoire. Et à la fin, t'as ce gros plan sur la phrase Love Each Day, et c'est là qu'elle lui pète le genou. Donc, si tu veux, t'as vraiment le truc qui est amené, tu vois, alors que la vengeance du fait qu'elle ait laissé crever Bess, encore une fois, Juno, elle peut pas savoir que Sarah, elle a trouvé Bess encore vivante. Les intentions de mise en scène sont claires, quoi, pour toi. Oui, je trouve. Après, encore une fois, en tant que spectateur, il y a plein d'autres raisons qui peuvent justifier cet acte, mais pour le personnage vraiment strictement, pour moi, il y en a pas tellement d'autres, quoi. Et alors Manon, toi, un défaut du film? Bah justement, moi je trouve que tout ce qui s'est déroulé en dehors de la grotte est un peu brouillon, justement. Ouais, dans quel sens brouillon? Tout l'avant? Oui, tout l'avant, en fait. Finalement, on sait pas vraiment comment se positionner là-dedans. Bah c'est vrai que les personnages il n'y a pas cette volonté de marquer des personnages avec de leur créer par exemple des petites backstories ou des petits aspects qui feraient qu'on se souvient un peu leur d'eux. Caractérisation vraiment vite fait. Tu sais qu'il y en a une, elle est un peu tête brûlée, tout ça, qu'elle adore les sensations fortes à mort et tout ça. Mais c'est vrai que bon, tu sais pas leur histoire et tout ça, mais j'ai envie de dire, on s'en fout. Ouais, mais justement, et à la fin, finalement, on nous met une histoire dans la grotte, tu vois, mais on sait pas vraiment comment se positionner là-dessus. Bah après, je peux comprendre. En fait, toute la partie dans le chalet, par exemple, c'est pas la partie dont je suis le plus fan parce que là, pour le coup, je trouve qu'il y a un jumpscare vraiment bidon dedans. C'est vraiment, il y a un rêve et tout. T'as un rêve. Il y a des jumpscares bidons dans le film, ça j'ai pas aimé. Il y a ce fameux rêve où elle se prend la fameuse. Le truc de la voiture, enfin. Ouais, le truc de la voiture. Là, je trouvais que c'était pour le coup un jumpscare facile, même si, je l'avoue, la première fois qu'il est passé, il a grave fonctionné, mais pour le coup, c'était vraiment, tu sentais le réalisateur qui écrivait ça juste pour faire sursauter de façon artificielle, quoi. Alors que le film, il fonctionne bien quand les jumpscares sont justement pas artificiels à ce point, quoi. Même si on a un qui est artificiel qui fonctionne très bien pour moi, c'est le moment où t'as la caméra qui se rapproche de la silhouette un peu floue de la petite fille, parce qu'à plein de moments, Sarah, elle imagine sa fille et tout ça avec en train de souffler les bougies. À un moment donné, on croit qu'elle a encore une de ses illusions un peu à la con au moment où elle s'est évanouie, tout ça. Et au moment où la fille se retourne, on a la créature qui apparaît en même temps sur le même plan et tout ça. Là, je trouvais qu'il fonctionnait à mort, ce jumpscare. Et pourtant, c'est pareil, c'est un jumpscare ultra artificiel pour moi. Il est facile, mais il est bien amené, celui-là, je trouve. Mais c'est vraiment un truc dont je ne suis pas fan dans le cinéma d'horreur. Ça, les jumpscares, c'est un peu. Ils sont là pour être là, tu vois. Ils sont là pour te faire sursauter, mais ça fait pas peur au final. Ça dépend comment ils sont amenés, parce que moi, je trouve que ce plan de la fille, par exemple, où c'est la créature qui prend le dessus, on peut y trouver quelque chose, genre avant, elle réussissait à trouver du réconfort en pensant à sa fille et tout ça. Et le fait que la créature ait réussi à voler le visage de la fille, entre guillemets, ça prouve qu'elle n'a plus rien pour se raccrocher entre... Ah ouais, c'est pour ça qu'à la fin elle réussit à se raccrocher à quelque chose et c'est pour ça qu'elle reste devant l'illusion de sa fille à la fin, parce que elle sait qu'elle a plus que ça, quoi, vraiment, parce qu'à la fin on se dit oh elle est sortie, au final non, elle est pas sortie, et on se dit bon il reste plus que sa fille, parce qu'il n'y a rien d'autre, c'est mort. Mais tu vois, je trouve finalement que le premier jumpscare dont tu parlais là, quand elle fait son cauchemar, je le trouve bien pensé aussi, parce que quand t'as vécu une chose horrible comme ça dans ta vie, tu vois, tu peux imaginer que t'as un souvenir qui te revient de manière hyper brusque et que tu vois, dans la mélancolie de ton quotidien que ça a instauré, tout d'un coup, t'as quand même la violence de l'acte qui t'a traumatisé qui te revient en pleine face. Ouais, en l'occurrence, c'est du PTSD, quoi, enfin du post-traumatisme. Oui, c'est ça. Mais en ça, moi, pour ça, ce premier jumpscare, il me dérange pas, je le trouve bien pensé aussi. Je trouve que c'est vraiment le plus facile, ou alors peut-être que c'est la manière dont il a été fait, je sais pas. Oui. Mais pour le coup, même si t'as raison, hein, c'est quelque chose qui est explicable et de façon très logique et cohérente, mais je sais pas, je trouve que pour le coup c'est, ou alors c'est peut-être parce que les autres jumpscares du film je les trouve tellement bien amenés que celui-là je trouve qu'il fait un peu tâche, tu vois. Il arrive surtout à un moment où t'as pas du tout une atmosphère qui est propice à ça, quoi. Donc ouais, voilà, c'est vraiment là c'est vraiment en mode allez toc, ok. Pourquoi ? Rien dans le film montre ça, donc pourquoi ? Et alors toi, Anto, si tu dois trouver un défaut à ce film Alors ça m'étonne qu'elle l'ait pas dit, mais c'est... Parce que pour moi, c'est le truc le plus évident quand tu regardes le film, c'est vraiment la shaky cam dans les scènes d'action, que je trouve vraiment... et le montage aussi, du coup, que je trouve vraiment beaucoup trop brouillon dans les scènes d'action. Il y a 2 scènes d'action comme ça dans le film. T'as la scène d'action où les monstres apparaissent pour la première fois. La scène est limite illisible au moment où Juno,
ouais. Juno, ouais. Je me dis Juno, je pense au film. Et au moment où Juno se bat pour la première fois contre une créature, je trouve le montage vraiment brouillon et tout ça. Alors c'est pas Tekken 3 non plus, mais on n'est pas loin parfois. Et là, le climax où là, ça part dans tous les sens. T'as 2 plans pour montrer Juno, ensuite 2 plans pour montrer Sarah et tout ça. Je trouve que c'est extrêmement illisible à plein de moments, surtout le climax, quoi. Je trouve ça dommage parce que la mise en scène est tellement posée, elle est tellement, le montage justement arrive à changer de plan au bon moment pour moi durant tout le film. Mais dans les scènes d'action, t'as l'impression vraiment, soit c'est un cache-misère, soit c'est un mec qui a vraiment pas compris comment il fallait monter les scènes d'action, parce que Neil Marshall, son problème, c'est le même problème que j'ai retrouvé dans Dog Soldiers aussi, c'est un montage très épileptique à plein de moments, qui faisait cache-misère dans Dog Soldiers, et ça m'étonne que ce soit, qu'on trouve l'excuse du cache-misère également dans The Descent. Donc je sais pas. C'est souvent le problème, enfin c'est souvent le cas dans les montages comme ça, hein, c'est souvent des cache-misères. Hein. Enfin, et pour le coup, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui ne sait pas comment monter une scène d'action du tout. Ouais, bah, tu regardes même ces films récents, il y a toujours, même par exemple Hellboy, il y a quand même des moments où ça part en couille, t'as un montage frénétique, c'est pas trop pourquoi. Bah, je pense qu'il confond vraiment vitesse et précipitation. Ouais, non mais c'est limite ça, on le dit, il dit pour rigoler. Non, c'est une phrase qu'on aime bien voilà, dire comme ça. Il veut faire un truc nerveux, mais on a l'impression que c'est que le montage est fait avec nervosité justement. Ouais, je vois ce que tu veux dire, très bien. Et donc pour vous, la plus grande qualité du film, donc vous avez dit les défauts. Il n'y a pas de qualité. Je sais pas, moi elle a fait une tête en mode il y a des qualités dans le film. Je trouve que la lumière du film est franchement excellente. Ah oui. C'est un film donc, qui a été tourné intégralement en studio, hein, La Grotte, c'est que du studio. Et c'est vrai qu'il s'amuse avec les teintes de couleurs. T'as les flares rouges, t'as les lumières vertes un peu fluorescentes, là, des espèces de bâtons que tu casses, t'as les torches. Donc t'as tout un espèce de jeu de lumière et de couleurs qui, à mon avis, doit aussi être gorgé de symbolisme. Je suis nul en symbolisme des couleurs, mais je pense que tu vois, quand il s'éclaire avec le vert, il y a tout un rapport avec l'espoir. Enfin, c'est tout bête, mais même il joue avec la lumière. Genre à un moment donné, elle croit voir la lumière du jour et tout ça. Elle dit que c'est le phosphore qui crée cette illusion. Enfin, vraiment, il y a tout ce jeu de lumière qui, pour moi, c'est vraiment la grande force du film. Je pense que sans ça, le film ne fonctionne pas. Vraiment. Le 2 apparemment ne fonctionne pas. Voilà, c'est pour ça que pour moi, le 2, alors déjà, pour des raisons de scénario, le 2 ne fonctionne pas, mais on peut passer outre. On se dit, ok, bon, ils reviennent dans la grotte pour une raison stupide, mais même la mise en scène, c'est là que tu vois la différence. C'est que tu te dis, ok, ça ne fonctionne pas quand la lumière n'est pas gérée aussi bien qu'elle l'a été dans le premier, quoi. Alors ça, pour le coup, le 2, personne m'a dit de le regarder. Hein. Autant le 1, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, il faut que tu le regardes. Le 2, ça, c'était plutôt. Ce qui est étrange, c'est que c'est un peu comme 28 semaines plus tard. C'est un film qui a, mine de rien, enfin, c'est une suite qui a, mine de rien, bonne réputation. Ah, mais 28 semaines plus tard, ça délivre un peu plus, quand même. Ça délivre un peu plus, mais je trouve qu'il est beaucoup plus basique, et surtout, je déteste la mise en scène dans 28 semaines plus tard. Après, c'est pas ça le débat, hein, mais dans The Descent, il y a vraiment, ne le regarde pas. C'est vraiment, et en plus, il ne fait pas peur. Mais vraiment, déjà, t'as l'effet de surprise qui est parti, mais la mise en scène ne fait rien pour essayer d'apporter quelque chose d'autre à ça, quoi. Donc, le 2, c'est là que tu vois que la lumière, si tu n'arrives pas à la gérer, parce que dans le 2, tu vois trop de choses, la lumière montre trop de choses, tu vois limite les murs et tout ça, t'as l'impression que il y a limite une ampoule qui a à chaque paroi et tout ça. Aucun intérêt, quoi. Aucun intérêt. Bah, c'est là que t'as compris que le réalisateur ne sait pas pourquoi le premier a autant fonctionné, quoi. Ouais, mais c'est hyper dur, hein, d'éclairer des décors sombres. C'est vraiment, enfin, c'est pour ça il y a plein de qui a réalisé le 2 d'ailleurs, pour ça doit être un Yes Man un peu. J'avoue que je me suis pas renseigné. Donc est-ce que vous avez une autre qualité à souligner ou c'est bon, on pensait qu'on a. La lumière, c'est la seule qualité. Non. Non, enfin moi évidemment il y a les personnages, mais je vais pas en reparler là du coup, mais j'aime beaucoup les moments de sensations fortes. Par exemple, quand les filles doivent passer d'une paroi à une autre et il y a le noir total en dessous d'elles et qu'elles doivent se suspendre avec des pistons au plafond entre guillemets, etc. Tous ces moments-là de sport un peu sensation extrême et tout ça, j'ai trouvé que c'était très bien rendu. Le moment de tension, oui, mais vraiment genre tu ressens un vertige physique, etc. Et ça c'est très bien rendu, et quand ça marche, c'est très efficace. Quoi. Ouais, et c'est vrai que des films, moi je suis très sensible à ces trucs claustro-alpinisme, genre même Vertical Limit, ça arrive à me faire un peu flipper. Donc, Vertical Limit est quand même beaucoup moins bien géré à ce niveau-là. Là c'est très bien fait, mais cette sensation de tenir qu'à une main, enfin que ta vie tient au bout de tes doigts, c'est quelque chose que le film arrive très bien à rendre, parce que même la manière dont ils te font découvrir le gouffre infini qui est en dessous avec un caillou qui met une plombe à tomber, tu vois, des trucs comme ça. Et avec que du noir, c'est ouf. Ouais. C'est vraiment plutôt malin, quoi. Et même alors que dans le 2, limite, tu vois le fond. Alors le 2, toi Manon, t'as une qualité principale qui te marque ou Bah écoute, là j'ai rien qui me vient à l'esprit.
Eh ben c'est pas grave, on va passer à des questions connes. Ce que je raconte là, c'est complètement con. Donc j'ai envie de vous poser sur le film, donc ça va être un peu des et si, des trucs comme ça. Donc est-ce que vous êtes prêts? Et si ce film était à remaker aujourd'hui, ce serait qui le casting un peu et le réalisateur idéal pour faire un remake de The Descent en 2020? Alors là, ah ouais. Il aurait fallu qu'on réfléchisse un peu plus longtemps là. Écoute, c'est pas grave, hein, l'attente sera coupée au montage s'il faut, donc tout va bien. Je sais pas. Alors au niveau du réalisateur, c'est compliqué. Il y a pas vraiment de réalisateur propice à ce genre de film en particulier, quoi. C'est compliqué de trouver un réalisateur pour se dire ok, il faut un film où la claustrophobie est à fond. Moi j'en ai et tout ça. Moi j'en ai un. Je pense que le mec qui a fait le remake d'Evil Dead et qui a fait Fede Alvarez. Ouais, je pense que Fede Alvarez. Ouais, il a fait. Comment il s'appelle son deuxième film avec le papier aveugle? Don't Breathe. Ouais. C'est vrai que rien que pour Don't Breathe en français. La maison de l'angoisse. Je connaissais pas son titre français. Ouais, c'est sous-titre à la con. Vraiment. Ouais, non, c'est vrai que maintenant que tu le dis, Fede Alvarez, pour Don't Breathe surtout, parce que oui. Evil Dead, c'est pas vraiment propice à ça, mais c'est vrai que Don't Breathe, il est un peu dans ce style-là. En plus, l'ennemi est plus ou moins le même que dans The Descent. On a quelqu'un d'aveugle. C'est un truc frippé et aveugle, ouais, c'est. Ouais, c'est le même style, en fait. C'est le même point de départ, entre guillemets, quoi. Ah ouais. En plus, on a beaucoup de jeux d'ombre et tout ça que je trouve quand même bien moins bien géré que dans The Descent, quand même. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, ouais, Fede Alvarez, je verrais bien. Voilà, ouais, mais je voyais lui parce que c'est vrai que son film, en effet, Don't Breathe, t'as tous ces jeux aussi de réussir à prendre une situation et à tirer l'attention à mort parce que tu vois, c'est vraiment un enchaînement de petites phases. À chaque fois, elles sont quand même assez anxiogènes. En plus, il a une esthétique de la mise en scène que j'aime beaucoup. Tu vois, le remake d'Evil Dead où tous les plans sont vraiment magnifiques au niveau de la photographie et même des mouvements de caméra que je trouve extrêmement travaillés et tout ça. Ouais. C'est vraiment le gros point fort du remake d'Evil Dead pour moi que je trouve un peu sous-estimé me concernant. Et on a tendance à un peu passer à côté de ça, alors que la mise en scène du remake d'Evil Dead est quand même extraordinaire, je trouve. Elle est vraiment super bien gérée. Breathe, pareil, il y a un plan séquence au début d'exploration de la maison qui est très à propos. T'as un jeu sur la lumière qui est très bien fait, donc il serait pas mal pour faire un remake de The Descent. Si vous en avez d'autres. Non, moi j'en ai pas d'autres. Bon, voilà. Non, mais moi non plus, mais effectivement, l'exercice du plan séquence qu'il fait dans Don't Breathe, c'est vrai que ça te fait penser que lui, il ferait sûrement pas un montage ultra découpé et trop nerveux comme tu. Ah ouais, non. Ouais. Alors même dans Evil Dead, il est pas tombé dans ce piège-là, alors qu'il y a des moments où il aurait pu, mais. Ouais, et au niveau des comédiens, c'est compliqué, mais si vous aviez un cast, il y a 6 femmes à trouver. Est-ce que vous avez une tendance que vous aimeriez bien voir, ou tu vois, ou un duo en tout cas entre Sarah et Juno? Est-ce qu'il y a des tu vois, dans les trucs actuels? Bah, je pense que t'es obligé de mettre Florence Pugh à l'heure actuelle dans un film comme ça. Ouais, pourquoi pas. Je sais pas pourquoi, mais je la vois bien. Je verrais bien l'actrice qui avait joué dans Room. Je sais plus comment elle s'appelle. Bah Alison Brie, c'est pas ça? Ouais. Oui, c'est ça. Je crois que c'est Captain Marvel depuis. Ouais. Ouais, c'est Alison Brie. Ah ouais? Non, celle qui joue dans Tomb Raider. Brie Larson, pardon. Brie Larson. Celle qui joue dans Tomb Raider. Vikander. Alicia Vikander, voilà. Ah ouais. Elle, je la verrais bien dans le rôle de Juno, par exemple. Je trouve qu'elle colle bien niveau caractère. Je pense qu'elle pourrait être à l'aise pour jouer ça. Puis elle est vachement. Enfin, quand on voit toute la préparation qu'elle a fait pour Tomb Raider, au passage, la pauvre, parce que. Justement, ouais, il faut de préparation pour ça. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui pourrait s'impliquer physiquement. Et là, pour le coup. Justement, il faut des femmes physiques aussi. C'est ça le problème. Il faut vraiment une actrice qui puisse faire du sport, qui puisse se préparer physiquement au projet. Bah, c'est pour ça, Florence Pugh, vu qu'elle a fait le film sur le catch, tu vois, je me dis, je pense qu'on a notre duo, tu vois, Florence Pugh. Pour moi, on peut la mettre de partout, c'est pas dérangeant. Bah, de toute façon, on va la voir dans un Black Widow. Qui reprennent le même compositeur, parce que on a pas parlé, mais la musique quand même de The Descent, je la trouve vraiment très très belle à plein de moments et tout ça. C'est le même compositeur que pour Eden Lake, il me semble. Ah ouais. On retrouve vachement de sonorité dans ces deux films et tout ça, et je trouve qu'il a une sonorité assez unique. Tu écoutes la musique, t'as pas forcément en tête le nom du compositeur, mais tu te dis attends, ça me fait penser à The Descent, ça me fait penser à Eden Lake et tout ça, et je trouve qu'il a une patte, ce compositeur. Alors on n'a pas forcément la musique en tête, là vous me demandez de la fredonner, je n'en ai aucune idée, mais tu l'écoutes et tout ça, tu te dis ouais, c'est vraiment le style du film. C'est vrai qu'il y a des moments qui s'appuient vraiment dessus, en plus toute la fausse fin là, bah, c'est vrai que ça joue vraiment sur la musique, et ça c'est plutôt en adéquation avec ce qui se passe, quoi. Cette espèce de moment où elle rampe Fede Alvarez pour The Descent, ouais, je dis oui. Alors est-ce que ça marcherait un remake de The Descent aujourd'hui? Est-ce que ça aurait un sens de faire un remake de ce film, ou est-ce que c'est récent, je pense. C'est trop récent. En fait, je pense que l'esthétique, la mise en scène, etc. sont encore trop actuels pour que
ça parle encore tout à fait, je pense, au public d'aujourd'hui. Surtout, quel serait l'intérêt de remaker The Descent, quoi? Parce qu'un remake, en général, soit on le remake parce que le film a vraiment trop vieilli et qu'il faut le ramener entre guillemets au goût du jour, soit parce que c'est un film où on veut apporter une autre vision. Mais qu'est-ce que tu veux apporter d'autre comme vision pour The Descent où il n'y a pas vraiment grand chose? Il faudrait changer peut-être le background, l'histoire du background, mais ouais, mais bon, faut vraiment trouver quelque chose à raconter du coup derrière. Ça ferait un peu comme le remake de Cabin Fever, ils ont un peu changé le background des personnages pour les rendre moins détestables entre guillemets, parce que dans le film d'Eliros ils étaient vachement détestables. Là ils ont essayé de les rendre un peu plus dociles et tout ça, mais au final t'as quand même l'impression d'avoir le même film, quoi. Ça ne change rien. Moi ça serait plutôt faire quelque chose qui colle plus aux thématiques actuelles et tout, comme on est sur un film qui pose des femmes, des personnages féminins en lieu clos. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire aujourd'hui à l'époque post-MeToo pour reprendre est-ce que ce serait pas justement plus intéressant d'avoir un groupe mixte dans je sais pas. On l'a eu dans ces scènes de... Ouais. C'est un groupe mixte. Est-ce que justement ça serait pas intéressant de voir ce qu'on peut faire de personnages exclusivement féminins aujourd'hui avec tout ce qu'on sait sur tout ce qui a pu se passer à Hollywood et tout, et de voir qu'est-ce qu'on pourrait changer, qu'est-ce qu'on pourrait créer entre les personnages, quelle dynamique on pourrait créer entre les personnages. Je pense que c'est vraiment... Elles s'en sortent tous. Non mais ça, je trouve que c'est vraiment la fausse... Je trouve que c'est la fausse bonne idée, parce que justement ce qui marche à mort dans The Descent, c'est que les personnages pourraient être interprétés par des mecs. Je sais pas comment trop l'expliquer, mais vraiment ça pourrait être des hommes ou des femmes qui les jouent. C'est une bonne idée. Ouais, c'est une proposition justement que je fais pour faire quelque chose de nouveau dans le remake. Je dis pas que c'est une bonne idée de faire ça. Voilà. Mais pour moi, ce serait une fausse bonne idée. Moi, ce que j'aime beaucoup dans The Descent, c'est que justement, on s'en fout que ce soit des femmes, quoi. Ce sont avant tout des personnages, mais on s'en fout de leur sexe, quoi. Et c'est ça qu'on voudrait voir tellement plus souvent. Oui, et du coup, moi, si je devais changer une chose dans le remake, c'est jarter cette histoire de Desperate Housewives, de t'as trompé, tu m'as trompé, etc. Oui, mais comme j'ai dit, elle est très suggérée, donc c'est pas grave en soi. Non, mais c'est pas méga grave. En plus, ça marcherait si c'était des mecs aussi, hein, d'une certaine manière. L'histoire peut très bien fonctionner sans ça aussi. Oui, mais ça ferait bizarre avec des mecs qui par exemple, ça. Oui, bien sûr. Tu tapes ma femme, bon, c'est quand même. Non, peut-être le lien père-fille ou fils entre guillemets, il l'aurait laissé. Mais c'est vrai que le truc de t'as trompé, on s'en fout vraiment. Tu vois, ouais, c'est vrai. Après, moi, comme j'ai dit, c'est vraiment suggéré. Franchement, les premières fois que j'ai vu le film, je n'ai jamais remarqué ça. Oui, quoi. mais c'est vraiment. Le truc, c'est que ça encadre le récit. C'est vraiment le début et la fin. Donc c'est vraiment ça qui donne de l'importance au truc. Et tu vois, t'as un film comme, alors je dis pas qu'ils sont particulièrement comparables, mais The Thing par exemple, t'as un casting exclusivement masculin, et encore une fois c'est des personnages non genrés, ça pourrait être des femmes, ça pourrait être des femmes, mais eux y a pas d'histoire de Emma Nana et etc, genre tu la trouves comment, tu vois, donc comme quoi on peut s'en passer. Alors qu'est-ce que donnerait ce film s'il était français? Déjà on n'aurait pas peur. Non mais si, mais je vois trop ça comme un film de la New French Extremity, c'est sûr. Genre pour moi ça aurait pu être français, genre ce style, les mecs ont fait justement, il fonctionne bien justement. Après on peut ne pas être fan du cinéma français, hein, mais je trouve qu'il y a moyen quand même. Je sais plus qui a réalisé le film Il me semble qu'ils sont deux. C'est Parillo et Palu et Xavier Palu et ouais, je crois, qui ont fait après un film avec Ian Christensen aux États-Unis. Je sais pas, franchement. Ouais. Il faudrait que vous cherchiez. Ils ont fait un remake d'un film coréen, bref. Ah ouais, d'accord. The Eye. Mais après on peut ils ont fait les faiseurs là-dedans très clairement. Mais non, ça pourrait marcher, mais après encore une fois, que ce soit français ou américain, qu'est-ce que ça change, quoi. Pour moi ça changerait rien, en l'occurrence sur ce film ça changerait absolument rien. Oui, c'est vrai que c'est un petit film, ça pourrait avoir les mêmes qualités, les mêmes défauts. Ouais, parce que encore quand les Américains font des remakes des films étrangers et tout ça, ils essaient d'apporter leur culture dans les films et tout ça, mais là pour le coup la culture américaine de The Descent elle est inexistante. Vu que c'est ça un film pourrait se passer en plus, Normandie, en Grèce et tout ça, que ça ne changerait rien. Bien sûr, non, mais tu as tout à fait raison, donc on n'a pas besoin d'essayer de le clasher parce qu'on va parler ce serait un film nul si c'était français. La semaine prochaine on va parler d'un film qui pour le coup, si c'était un film français, ce serait pas le même titre déjà. donc vous verrez, ce sera rigolo. La question retombera. Est-ce que si c'était réalisé par est-ce que si c'était réalisé par Michael Bay, ce serait mieux? Pourquoi pas? Est-ce que Michael Bay est-ce que ce serait mieux? Ouais. Non. Franchement, il y aurait une explosion. Du coup, la grotte partira en morceaux et voilà, fin du film. Allez hop.
Voilà, ce cliché, direct qu'il y aurait une explosion. Ah mais c'est vrai, ça me fait toujours marrer d'imaginer Michael Bay. Il a produit des films d'horreur, donc du coup il sait comment ça fonctionne d'un côté. Ouais, mais il en a jamais réalisé. Hein. Il en a jamais réalisé, mais c'est lui qui parraine les films d'horreur. Il a remaké il a parrainé entre guillemets le remake de Massacre à la tronçonneuse, que je trouve est un putain de bon remake. De Rob Zombie, tu veux celui-là? Non, de Massacre à la tronçonneuse, celui de Marcus Nispel. Ah oui, pardon. Aussi il a parrainé Vendredi 13. Si c'était Michael Bay, je pense que les filles seraient un peu sexualisées par rapport à ce qu'il y a là. Ouais, c'est vrai qu'il a des anglaises normales. Ouais, c'est ça. On aurait des espèces de mannequins dont on insisterait sur certaines parties du corps dans certains moments. Qui ferait de la spéléo en 4x4 et en soutif. Ouais, quand elles vont avec des talons. Quand elles vont par le tunnel, on verrait bien le plan derrière du cul. Voilà, exactement. Il y aurait Megan Fox dans le film aussi. C'est ça. Et tu passerais, en fait, t'aurais pas peur, mais tu serais juste pas savoir trop. Non, mais sincèrement, Michael Bay, je serais curieux. Bon, après, non, le film serait pas mieux. Je n'y crois pas une seconde. Mais je serais curieux de le voir dans un style comme ça. Un style qui essaye, entre guillemets, de faire quelque chose d'oppressant et pas de. Bah, c'est un mec qui a du talent. Pas de tape à l'œil, quoi. Il a du talent, mais je trouve qu'il part sûr. trop dans le tape à l'œil à plein de moments. Et je trouve qu'un style plus sobre, j'aimerais bien voir là-dedans. Et est-ce que ce film serait possible à faire en comédie? Ça donnerait quoi, The Descent en comédie? Bah, à chaque fois qu'ils ont repris un scénario qui devait être sérieux et qu'ils l'ont tourné en comédie, c'était de la merde. Je repense notamment à Fond, qui était à la base un thriller. C'était un thriller? C'était un thriller à la base et ils ont décidé de mettre de la comédie dedans. Bah, ça ne fonctionne pas. Oui, toutes les parties avec la voiture et tout ça, ça fonctionne quand c'est sérieux. Alors, dès que la partie comique commence, c'est nul, quoi. Ouais, bah enfin, en tout cas, moi, c'est vrai qu'une comédie dans une grotte, j'ai pas envie, quoi. Moi, je vois trop la tagline enfermées dans une grotte, elles vont devoir s'affronter. Ouais. Je vois ça. Voilà. Et tu mets du bon Audrey Fleurot. C'est dégueulasse, le huis clos là où les personnages font que s'engueuler. Voilà, bon, bah, on a pas envie, on paye pas pour voir de Après, une comédie d'horreur, pourquoi pas, si c'est Edgar Wright qui le fait. Moi, je dis pas non, hein, vu ce qu'il a fait avec Shaun of the Dead. Oui, mais bon, Edgar Wright, j'ai l'impression qu'il fait caca sur la table, t'es d'accord, quoi. Non, le dernier pop dans la fin du monde, il a un peu fait caca et moi je dis non, hein, je vais l'essuyer. Hein. D'accord. Est-ce qu'il y aurait moyen d'en faire une série The Descent? Est-ce que ça vaudrait le coup? Bah non. Non, on est d'accord. Ça s'essoufflerait beaucoup trop vite. Hein. Non, parce qu'il y a des fois, hein, peut-être que. Est-ce que ça vaudrait le coup de faire un prequel de The Descent pour montrer l'origine des créatures? Mais oui, mais si, ce serait trop bien. En fait, ce serait trop bien. Ah ouais, bah, comment ils sont devenus comme avec ça, la les première créatures? équipe là? Oui, la première équipe qui devient les monstres en fait. Ah, pourquoi pas? Mais vraiment. C'est pas ça la mythologie. Hein. Théoriquement, la mythologie, c'est des hommes préhistoriques qui n'ont jamais vu le jour. Ouais, mais franchement. Mais après, on peut s'imaginer ce qu'on veut. Hein. Franchement, je pense que ce serait pas crédible une seule seconde parce que le problème, c'est qu'on sait pas comment ils ont fait pour devenir comme ça et ça doit s'écouler sur des années et des années. Et tu veux résumer ça en une histoire de virus, quoi. Enfin, tu vois, ou de maladie ou coronavirus. Non, mais est-ce que ce soit. C'est vrai que d'avoir un truc un peu en mode rétro, ça peut être une alternative rigolote si tu devais. Non, pourquoi pas? Ouais, savoir comment la première équipe est devenue comme ça. Après, bon, personnellement, j'ai vraiment du mal avec ces films qui expliquent tout. Ah oui, sans déconner. T'as pas grand chose à expliquer non plus. Hein, c'est non, plus, voilà, t'as pas. Et en plus, je pense que on trouverait pas ça crédible une seule seconde, je pense. Tu vois. Moi, j'ai réussi un truc complètement désespéré où tu vois une bande de gens qui sont fermés dans une grotte pour X raisons et qui petit à petit se transforment en créatures, mais tu sais pas pourquoi. Et ça, sache en fait. C'est juste un truc désespéré petit à petit qui s'enfonce. Genre le premier film de Luc Besson, quoi. Un peu. C'est vraiment le truc sans dialogue, ultra. Non, mais c'est un concept. Non, mais surtout, elles sont très nombreuses, les créatures. Donc, du coup, le justifier, ce serait compliqué. Elles sont un peu trop nombreuses. Elles sont vraiment nombreuses. Bah, on peut pas dire. Écoute. Ouais, voilà, on peut se dire ça, mais bon, je sais pas, c'est compliqué. Oui, il y a du consanguinage dans les hommes cavernes, je pense. Ils ont une gueule pas nette, quoi. Est-ce que. C'est quoi cette question? J'arrive même pas à la lire. Est-ce que t'es baise? Non, mais la question, c'est ça vous a donné envie de quelque chose en particulier? Quoi? De faire de la spéléologie, clairement, oui. Très clairement, quand elles vont dans le trou. Non, mais c'est vrai que pour le coup, moi, j'en ai fait une fois de la spéléo un peu comme ça en Chine, un truc en plus c'était en Chine, genre le truc pas du tout dans les sentiers. Enfin, tu vois, genre j'étais un peu dans une grotte, je savais pas trop ce que je foutais là, quoi. Et je me suis dit après, bah plus jamais. Et après avoir revu ce film, encore moins. Toujours plus jamais. Ah, mais toujours plus jamais, quoi. Vraiment. Après, c'est très encadré, hein, la spéléologie en général. Oui, bah là, dans le bled où je l'ai fait en Chine, c'était pas encadré. C'était vraiment un mec qui te foutait un casque qui dit va au bout du tunnel. Donc ça m'a fait un peu peur. Et moi, j'aime pas du tout ce truc-là, mais comme d'ailleurs tous les, enfin, je veux dire tous les films sur, comme je le disais, l'alpinisme et tout ça, moi, c'est
c'est sans moi. Tous les films dessus, ça te terrifie de le faire. Hein. Ouais. Mais donc, est-ce que ce film vous a dissuadé ou donné une envie particulière? Ah, ça dissuade. Moi, alors je dis pas que c'est ça qui m'a donné l'envie, mais depuis, j'ai visité quelques fois les catacombes. Du coup, je me dénonce complètement les catacombes officieuses, celles qu'on n'a pas le droit d'aller voir. Et c'est vrai qu'il y a des moments où tu rampes dans des boyaux très étroits, à moitié dans l'eau, etc. Et tu te dis, ouais, là, si ma lampe lâche, ou si tout d'un coup je perds les autres, vraiment je là, meurs. T'as le film The Descent en tête. Oui, t'es en train de ramper à travers les eaux et tu te dis vraiment, là tu t'y croirais vraiment. Attendez-moi les gars. Il y a un film qui est sorti sur les catacombes de Paris, il me semble, qui s'appelle Catacombes d'ailleurs. Bon, qui était très nul parce que c'était un fan footage. Donc, moi j'aimais bien. Moi, j'ai vraiment mais oui, tout le monde en a parlé là récemment. C'est pour le réalisateur du remake de Rec, donc moi personnellement j'ai trouvé le film vraiment naze, mais bon, c'est une autre histoire. Je sais pas pourquoi, mais j'entends que des gens qui n'ont pas aimé ce film, mais moi franchement je le trouve vraiment ridicule de bout en bout, quoi. En plus t'as les catacombes, tu te dis putain, c'est un décor en or, quoi, pour faire peur et tout ça. Je trouve qu'il en fait rien. Alors Judith, t'as déjà la réponse à ta prochaine question, parce que c'est si tu pouvais changer un truc sur ce film, donc toi évidemment c'est t'enlèves cette histoire d'adultère qui t'horripile. Très bien. Toi Anto, si tu dois changer un truc à ce film? C'est dur de devoir changer. Je pense que le montage. Le montage des scènes d'action, que je ferais moins épileptique pour le coup. Évidemment, cette question en fait rejoint les défauts. Ouais, les défauts en fait. Et qu'est-ce que ça changerait? Le début. Je suis en rodage. Excusez-moi. Manon, t'as un truc que t'aimerais changer si tu Oui, j'enlèverais des jumpscares parce que j'aime pas ça dans le cinéma. Voilà. Non, je trouve que c'est la pire façon de montrer des choses. Je trouve ça dégueu. J'aime pas du tout. Et montrer un monstre qui suit les gens, moi, ça suffit à me faire peur. J'ai pas besoin de sursauter pour qu'on m'explique que ça doit faire peur. Mais bon, faudra en parler en profondeur des jumpscares. C'est quand même un sujet qui est intéressant parce que c'est ça, on a tendance à les casser, alors que c'est le problème, c'est pas le jumpscare en soi, c'est vraiment la façon dont on les fait. Le jumpscare facile en mode bouh, il y avait un chat. Que ce soit facile ou pas, moi j'aime pas. Je trouve que les 3/4 du temps, on peut faire autre chose de plus intéressant, de plus fin. Enfin. Ouais, mais justement, des fois, t'as peur dans le film. Justement, t'as peur du jumpscare qui arrive. Moi, par exemple, dans les films de James Wan, par exemple. T'as peur parce que t'as peur de sursauter. Voilà, t'as pas peur de ce qui se passe. Et plein de fois, tu te dis ça n'arrive pas. Oh putain, il va m'avoir à un autre moment et tout ça. Et c'est là où je flippe le plus justement. Je me dis putain, voilà, j'ai peur d'avoir peur justement. Moi, c'est là où je trouve que ça marche. d'avoir peur. Je trouve que c'est pas intéressant d'avoir peur d'avoir peur. Moi, je trouve que tu veux un truc concret, toi. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je trouve que c'est une peur qui est très cinématographique justement. Le cinéma est très bon pour te faire peur d'avoir peur. Te faire peur au premier degré, je trouve ça très dur parce que t'as toujours ce rapport à la fiction qui d'un coup tu peux tout de suite dans ta tête te dire non mais en fait c'est un mec dans un costume. Enfin tu vois, pour quasiment tout, tu peux te dire ça. Mais le fait d'avoir de la peur de savoir ce qui va arriver, ça je trouve ça efficace. Quoi. Et ce film y arrive quand même pas mal. Et tu vois, voilà, il y a quand même des belles choses là-dessus. Est-ce que ce film a pris un coup de vieux? Pas vraiment. Il y a 2-3 images de synthèse qui ont vraiment mal vieilli. Je pense notamment au plan final où on voit toutes les créatures arriver. Ce plan est dégueulasse avec le recul. Et même un plan de chauve-souris à un moment donné où elles sortent d'un seul coup. Là, ça pue le CGI à donf. Mais la mal vieilli sur 2-3 plans, mais sinon en fait c'est dommage d'avoir mis des images de synthèse à ces plans là, mais sans ces images de synthèse le film, je pense qu'il aurait vraiment pas pris une ride. Il a 15 ans le film. Mais le même film avec le même budget fait aujourd'hui, je suis pas sûr que ces images là seraient mieux réussies, hein. Franchement, je sais pas combien il a coûté The Descent. Il a pas dû avoir j'ai pas réussi à trouver le budget, je l'ai pas cherché. Je sais qu'il a très bien rapporté, c'est un film qui a extrêmement bien marché. Ce qui est incroyable vu sa restriction d'âge qui est quand même assez élevée. Mais ça arrive encore tellement de voir dans les films aujourd'hui des CGI mais tellement ignobles. Enfin, je suis pas sûr qu'aujourd'hui on ferait mieux. Non, mais c'est juste que je trouve ces plans un peu gratuits, ou alors ils auraient pu être mieux mis en scène entre guillemets. Le plan final il aurait pu être mieux mis en scène, je pense. Oui, peut-être. Mais alors le plan final, on a eu il y a 2 versions du film. Quand je dis plan final, je parle du plan final des créatures quand elles vont toutes sur Juno et tout ça. Mais je veux dire, pour parler de la fin, il y a donc 2 versions du film, parce qu'aux États-Unis le film se termine par une happy end. Ils ont pas l'espèce de réveil en fait. Sérieux? Ouais, c'est la version européenne, enfin la director's cut, mais il y a une version rated, enfin pas unrated justement, rated, enfin tu vois, censuré quoi, alternative, et où en fait c'est une happy end quoi, elle finit en voiture et enfin happy end. Moi je trouve que c'est pas forcément plus heureux d'ailleurs, t'as tous tes potes qui sont mortes, enfin t'as l'enfer sur terre ta vie, mais bon apparemment justement c'est là que ça fait du bien dans ce genre de film. C'est un peu comme The Mist également où t'as une fin ultra déprimante et tout ça. The Descent, tu te dis non, c'est pas comme dans les films avec un happy end et tout ça qui marche à donf, et c'est pour ça que je déteste la suite aussi, c'est parce qu'elle te détruit tout. Oui. Mais oui,
oui. Et parlons un peu du réalisateur, donc Neil Marshall. Est-ce que vous avez vu d'autres films de lui? Parce que c'est quand même un mec qui a une carrière assez improbable. Donc il commence par Dog Soldier, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Il enchaîne par The Descent, qui est un gros succès. Et après, il va faire Doomsday, qui est donc un film post-apocalyptique en Écosse avec des punks. Pour le résumer comme ça, vous l'avez vu Doomsday ou pas? Moi, je l'ai vu, moi. Ça vaut son petit pesant de cacahuètes. Oh oui. C'est très drôle. Joli nanar. Ouais, voilà, on est un peu dans le nanar, mais à la fois, c'est un film unique, quoi. Donc, je peux pas lui cracher dessus non plus, parce qu'il a vraiment fait un délire où il allait à fond. Vous donnez envie, en tout cas. Mais c'est un peu raté. Vraiment. Je suis ironique, ça donne envie. Ouais, bah attends, des punks post-apocalyptiques en Écosse. Si t'aimes les films genre Beowulf avec Christophe Lambert, c'est un film tout aussi unique, mais pas dans le bon sens du terme. Et pour le coup, là, il a une comédienne principale qui sexualise à mort, qui est en cuir, tout le film. Enfin, c'est marrant parce que t'as l'impression que tu te dis, mais t'es sûr que t'es le mec qui a fait The Descent, là? C'est très bizarre. Et après, si je ne m'abuse, il a fait le remake d'Hellboy. Ça, c'est son dernier film. Ah, il a pas fait de film entre Doomsday et si, le remake. Il a fait un Die Hard. Il a fait Die Hard. Non, il a pas fait de Die Hard. Ah si, monsieur. Non, tu confonds avec Len Wiseman. Mais non, justement, Die Hard 5. Die Hard 5, c'est Moore. Non. Oui, Moore, oui. Et bah, c'est le réalisateur du remake de... Non, pas... non, je confonds. C'est le réalisateur de... Merde, comment il s'appelle ce film avec Nicolas Cage? Les ailes de l'enfer? Oui, Les ailes de l'enfer, oui. Bah, c'est ce réalisateur-là, donc John Moore. Oui. Non, qui a réalisé aussi Max Payne avec Mark Wahlberg. Oui, c'est ça. Donc non, il a pas réalisé de Die Hard. Non, t'as raison, il a pas réalisé Die Hard. Il a fait Doomsday et ensuite il a fait le remake d'Hellboy qui est encore pire que Die Hard 5. Moi j'aime bien Hellboy, le remake, moi. Mais parce que c'est un film un peu cracra. En fait, ce que j'aime bien dans ce réal, c'est que il avait fait pareil dans Doomsday. C'est que mine de rien, il a un côté un peu punk qui me fait marrer, quoi. Mais après, oui, c'est pas. Après, The Descent, on peut vraiment le considérer comme l'exception dans sa carrière, quoi. Parce que vraiment, Dog Soldier, c'est un film qui a bonne réputation, mine de rien, parce que c'est un film qui a été fait au Royaume-Uni et tout ça, avec vraiment pas beaucoup de budget et tout ça, avec un décor naturel et tout ça, avec une lumière qui arrête pas de changer et tout ça, parce qu'ils avaient tellement pas de thunes qu'ils pouvaient que d'un seul coup t'as la nuit qui tombe et ils se disent bon ben on n'a pas le choix, on doit tourner comme ça et tout ça. Mais le film est quand même ultra cache-misère à plein de moments. Le film a été tourné avec rien, les costumes des loups-garous ressemblent à rien. Encore une fois, montage illisible quand les loups-garous attaquent. Mais t'as un mélange film de guerre, film d'horreur qui fonctionne plus ou moins bien, donc je pense que c'est pour ça que les gens. Il y a un concept, quoi. Il y a un concept qui fonctionne, qui est quand même vachement pompé sur Evil Dead quand même, je trouve. Ouais, mais c'est vrai que bon, en fait, comme en tant que premier film, c'était une bonne manière de se lancer. C'est vrai que t'as un concept, il arrive à plus ou moins le tenir. Après, c'est pour le coup, Dog Soldier a pris un coup de vieux par rapport à The Descent. Franchement. Les costumes des loups-garous, quand tu les vois vraiment, tu te dis ok, tu te vois que c'est un mec dans un costume. Mais c'est marrant parce que ça, moi justement, c'est vraiment le truc que je retiens de ce film. Enfin, quand je l'ai vu vraiment gamine, genre 8 ans peut-être la première fois, et il m'avait fait hyper peur, et parce que mon frère le regardait en boucle à cette époque-là, il m'avait fait hyper peur justement à cause des costumes des loups-garous que je trouvais hyper impressionnants, mais justement parce qu'ils sont en vrai, tu vois, c'est des vrais des mecs dans des costumes, mais en fait, je pense que c'est la meilleure solution pour représenter un loup-garou. Surtout qu'on était à l'époque où les CGI étaient quand même vachement en train de venir. On avait le loup-garou de Paris justement qui avait ces loups-garous en CGI un peu dégueulasses et tout ça. Mais du coup, j'en avais gardé un souvenir très impressionnant, et puis je l'ai revu il y a quoi, un an et demi, et je me suis dit oh mon dieu, c'était ça. La chute, ouais. Ah ouais. Pareil, j'avais un super bon souvenir. Mais par contre, du coup, les costumes, c'est encore la seule chose que je continuais d'aimer, quoi. Et tout le reste, le film, oh là là. Ah, mais c'est vraiment le montage qui me dérange, quoi. T'as une scène, limite dans des scènes qui n'ont aucun sens à être montées vite, quoi. T'as la première scène où tu vois les militaires qui arrivent et tout ça, ils se changent, ils prennent les armes et tout ça. Oh, t'as pas un plan qui dure plus d'une seconde, quoi. C'est horrible, quoi. C'est une esthétique qui a été un peu abusée, hein, parce que mine de rien, Danny Boyle. C'était avant les suites de Jason Bourne et tout ça, parce que c'est à partir de là que c'est devenu la mode. Pour moi, ça vient plus de justement quasiment de Danny Boyle et de 28 jours plus tard qui dans l'action. C'est sorti à la même période, hein, toi. Ouais, donc tu vois, mais il y avait un truc dans l'air, tu vois. C'est souvent merci les Britanniques. Voilà, exactement. Non, mais pour avoir fait mes petites recherches entre temps, donc il a en effet réalisé énormément de séries télé pendant 10 ans. Et il est revenu, il a fait un film qui s'appelle Centurion, dont j'avais jamais entendu parler. Putain, oui, il est sorti en 2012-2013, non? Ouais, 2010, ouais. Ah, 2010, voilà, il a fait des séries télé, il a fait des épisodes de Westworld, de Black Sail, de Tales of Halloween, enfin plein de trucs avant de revenir faire le remake d'Hellboy. Ça va le reboot d'Hellboy, ou remake, reboot, vous choisissez. Maintenant, on va statuer sur le film, donc c'est le moment où un peu c'est le moment où on va décerner des petits prix. Donc, qui vole le show? Vraiment, qu'est-ce qui est dans ce film vraiment vole le show, si je dois vous dire cette expression. C'est-à-dire voilà, le but c'est que c'est toi qui dois deviner ce que ça veut dire pour toi. Vole le show. Quoi qu'ils veulent la vedette. Est-ce que c'est une actrice? Est-ce que c'est un réal? Est-ce que c'est un décor? Un scénariste?
Moi, je vais répondre comme un Suisse. Moi, je trouve que c'est un tout. Oh. Je suis désolé. Non, mais vraiment, je trouve qu'il n'y a rien d'au-dessus. T'enlèves les personnages, t'enlèves un des personnages. Je trouve que les personnages principaux, je dis les deux, Juno et Sarah. T'enlèves une des deux, je trouve que ça ne fonctionne pas. T'enlèves les créatures, je trouve que ça ne fonctionne pas. T'enlèves la lumière, ça ne fonctionne pas. Enfin, pour moi, c'est un ensemble, ce film, qui fait qu'il n'y a pas vraiment une chose en particulier qui est tellement au-dessus au point de voler le show, comme tu dis, quoi. Ouais, bah écoute. Vous avez des gens qui volent le show. Moi, ouais, j'aurais dit. Du coup, j'ai plus son nom. Mais, je vais te la trouver si tu veux. Mais l'actrice qui fait Juno, parce que au départ, elle est un peu antipathique, voilà, avec son physique. Mendoza, c'est ça. Oui, Nathalie Mendoza, oui, c'est ça. Au départ, on se dit bon, ok, c'est la bombe du groupe qui se prend pour la bombe du groupe, qui fait des yeux doux au mari de Sarah, etc. Et elle est là avec sa petite tenue, genre moi, je suis trop une aventurière, mais version sexy, quoi. Et par rapport aux autres, elle nous saoule d'avance, je trouve. Et puis voilà, elle a tout. Enfin, le film nous fait comprendre que c'est elle qu'on ne doit pas aimer, qui est antipathique. Et après, elle se complexifie tellement. Et finalement, elle finit par avoir beaucoup de charisme, etc. Et par avoir plein de nuances. Et en fait, à ce moment-là, on se dit, elle devient au moins aussi attachante et intéressante que Sarah. Ce qui est fort, et ce que tu expliques dans ta vidéo, c'est que l'acte qui te fait quasiment le plus attacher à elle, c'est l'acte impardonnable qu'elle fait, qui est de tuer Bess, parce que vraiment, tu sens que c'est un réflexe, parce qu'elle vient d'en prendre plein la gueule, et c'est fort de réussir à te faire attacher un personnage et à d'un coup développer une empathie parce qu'elle vient de faire un truc horrible, quoi. Oui. Ça, c'est rare dans les films, souvent quand ils font un truc horrible, c'est soit parce qu'ils le veulent, soit parce qu'ils font un truc con. Là, t'es dans un flou entre tout, c'est juste que elle vient d'être traumatisée et elle réagit d'une manière qui en effet, comme tu dis dans ta vidéo, si on avait tous les mêmes réflexes, on aurait peut-être fait pareil. Oui, mais justement, je trouve que c'est le personnage de Sarah, justement, qui a l'évolution la plus forte au sein du film. Tu te dis que c'est la fille, elle oserait même pas blesser une mouche et tout ça, tellement elle est traumatisée et apeurée de tout ce qui se passe. Et à la fin, tu vois, c'est une putain de guerrière qu'elle devient, tout ça. Avec cette image très symbolique où elle sort de la mare de sang et tout ça, où t'as limite à Apocalypse Now. En plus, où t'as limite l'impression qu'elle est revenue à l'état sauvage, quoi. Un petit peu comme Predator, entre guillemets. Après, moi, je la trouve passionnante, mais là où et au moins aussi passionnante que le personnage de Juno, mais juste là où elle vole pas le show, c'est que c'est l'héroïne et que de toute manière c'est fait pour qu'on trouve que ce soit elle la plus intéressante, quoi. C'est juste que Juno, elle a un côté intéressant qu'on soupçonnait pas, quoi. C'est ça le. Tout à fait. Manon, est-ce que tu as une take à dire sur qui vole le show? Écoute, Nora, à part la lumière, je vais répondre la lumière, c'est ultra consensuel par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Je vais répondre la lumière parce que plus consensuel que moi qui dis le tout. Avec une lumière dégueu, il y aurait pas eu de film. Écoutez, je vais rendre hommage donc au mec qui a éclairé ça, qui s'appelle quand même Sam McCurdy. Bravo Sam. Faut le citer, Sam. Je suis curieux de savoir quel autre film il a éclairé, entre guillemets. Alors il a fait The Devil's Son. J'ai cru que t'allais dire The Devil's Reject. Non, le truc qui se passe avec le fils de Saddam Hussein, là. Je sais pas si vous l'avez vu celui-là. Non. C'est plutôt rigolo comme film. Il fait beaucoup de séries télé, écoutez. Et en film, Street Dance 2, de Devil's Double. Ouais, Street Dance 2 qui a quand même beau travail de photographie et de lumière, je trouve. Il a fait The Descent 2. Non. Non. Et ouais. Quoi? Et ouais. Mais c'est pas la même directive aussi. Voilà. Ouais, voilà, le réalisateur a dû être un gros con qui lui dit non, on s'en bat les couilles, on voit rien. Dans ton premier, on voyait rien. Il a fait aussi la Colline à des yeux 2. Alors, est-ce que c'est le boulot du directeur de la photographie aussi? Et Dog Soldier. Oui, normalement, c'est le boulot, mais après, si le réal dit je veux que ce soit. Enfin, donne une ligne, le mec est quand même. Si le réal donne de la merde, le mec il veut juste faire de la merde. Non, mais c'est surprenant. À mon avis, c'est qu'il a pas dû avoir le même budget, donc pas le même temps, donc pas la même minutie sur chaque truc, et potentiellement pas la même liberté d'avoir des parties pris forts. On sait pas, on n'y était pas, mais en tout cas, voilà. C'est vrai que tu vois que c'est intéressant. Le même mec qui a géré la lumière, à quel point il y a un fossé entre les deux et qui dépend d'un changement de réalisateur. C'est quand même dingue ça. Ouais, et de budget, sûrement aussi. Quand même. Et de budget, ouais, mais bon. Mais c'est sûr que c'est les aléas du tournage. C'est beaucoup plus complexe que ça peut paraître. Est-ce que ce film est le sommet de la carrière de quelqu'un? Je pense de Neil Marshall. Oui, clairement. Même de tout le casting, j'ai envie de dire. Vous avez vu le casting ailleurs? Non, ça fait partie de ses têtes. J'ai l'impression de plus ou moins les avoir vus. Mais... Je connais, j'ai vu Alex Red, la fille qui joue Bess, dans quelques séries. Elle joue super bien, elle d'ailleurs. En plus, je l'avais vu même dans la série avec
John Sim, comment ça s'appelle, Life on Mars. D'accord. Où elle avait un petit rôle et tout ça. Je me suis dit, oh, sa fille de The Descent et tout ça. Elle joue de temps en temps dans les séries télé un peu britanniques et tout ça. Plus longtemps, Life mais Mars, sinon, toutes les autres, vraiment. Je crois avoir croisé Nathalie Mendoza aussi dans des rôles secondaires à droite et à gauche. Ouais, voilà, très secondaire, mais c'est vraiment le sommet de la carrière et des actrices et du réalisateur pour moi. C'est vrai que c'est un peu le sommet de tout le monde. J'ai l'impression, pour regarder un peu les fiches, en effet, il n'y a rien qui vraiment... Ce qui est un peu triste d'un côté, parce que tu te dis, putain, le film, il a quand même marqué les années 2000 d'un côté, et tu vois que ça n'a servi à rien pour leur carrière, entre guillemets. Est-ce qu'il y a une réplique à retenir de ce film? C'est pas un film très low-cast, mais bon, si vous en avez une qui vous a marqué. Pas trop, hein? Si? Non. Non, c'est pas un film basé... c'est pas un film à dialogue, entre guillemets, quoi. Ouais. Non, bah après, il y a des petites interactions, c'est vrai que c'est surtout un film où on retient les plans, vraiment. Moi, je retiens surtout le plan final, quoi, où elle imagine sa fille avec le gâteau d'anniversaire et ensuite ça devient la torche et tout ça. Enfin, le plan final et la caméra qui recule où tu vois l'immensité de la grotte. Enfin, je trouve que ce plan final est rempli. Enfin, il veut tout dire, quoi. Il veut tout dire. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Vas-y, parce que j'aime bien quand on dit il veut tout dire. Justement, comme je disais, il y a le fait de se raccrocher à sa fille et tout ça parce qu'elle n'a plus rien d'autre. Et quand la caméra recule et que tu vois justement cette immensité et tout ça, où tu sais pas trop si c'est plusieurs alcôves ou ouais, voilà, c'est ça. Et il y a juste la torche qui l'allume et tout ça, et t'as l'impression qu'elle est un peu perdue au milieu de l'enfer, entre guillemets, quoi, avec la torche et tout ça. De toute façon, il y a clairement un symbolisme avec l'enfer. Je veux dire, la fausse fin, t'as l'impression qu'elle rampe vraiment ce plan large. Qu'elle remonte à la lumière, quoi. Ouais, qu'elle remonte ce plan large où elle escalade l'escalade pour aller dans la lumière. Il y a clairement un truc qui est lié à la symbolique de l'enfer qui est en effet. Il résume bien le ton du film, quoi. Il est vraiment très réaliste parce que justement moi quand j'ai vu le plan de la lumière arriver, je me suis dit oh non, c'est gros, c'est dommage. Tout le film tenait vraiment bien la route, t'avais vraiment les personnages qui agissaient de façon cohérente et tout le film qui agissait de façon cohérente, et c'est là il te ramène à la réalité. Il y a un moment où moi quand même ça m'énerve, c'est la casse-cou là, je sais plus comment elle s'appelle, mais le moment où elle part en courant et Oli, ouais. Et là ça m'a toujours énervé ce moment. Ah d'ailleurs on n'a pas parlé de cette fameuse scène où elle se pète la jambe et tout ça, qui moi m'avait fait grincer des dents à chaque fois qu'ils doivent remettre l'os et tout ça. Je sais pas si tu te rappelles. Je me rappelle même plus. Putain, pour moi c'est la scène où j'étais c'est genre fracture ouverte avec l'os qui sort et elles doivent remettre ouais, ça m'a pas trop marqué. Mais les os qui sortent dans les films, c'est toujours efficace. Ouais, mais ce qui marche le plus, c'est les monstres derrière, ça me marque plus, moi. Mais moi, les monstres, ça marque ah plus derrière. Bah là, moi j'avoue que en fait, derrière les gens, c'est ça qui marque en fait. Par contre, les fractures et tout, ça va. Mais c'est la phrase justement où il dit qu'est-ce que tu vas faire et tout ça. C'est impossible de remettre, c'est impossible de faire, je sais pas comment elle dit, de faire un... il faut que je remette l'os en place. Ouais, c'est ça. T'entends ça, tu dis oh putain non, ils vont pas faire ce que je crois. Mais les os, il y a un truc de très cinématographique, c'est le bruit aussi, à ce côté aussi. C'est vraiment un bruit qui te viscéral, qui te prend. Ouais, ça pour le coup, ouais. Mais donc cette séquence avant qu'elle se pète la jambe où elle court comme une crétine et elle tombe dans un trou, là, ça m'a toujours énervé parce que je trouve que les personnages, pour le coup, sont dans un film d'angoisse, agissent tous de manière cohérente et il n'y a pas du tout ce phénomène qui est courant dans beaucoup de films d'horreur qui est genre ah putain ils font un truc con et ça m'énerve et d'un coup je me dis ah pourquoi elle fait ça, et il y a que elle qui à un moment après ça peut se comprendre parce que vraiment elle est effrayée et tout ça, et elle voit un truc qui ressemble à la lumière du jour et tout ça, elle se dit oh putain c'est bon j'y vais. Elle se pose pas la question à ce moment-là, oh il y a peut-être un trou et tout ça. Elle se pose pas. Moi franchement tu restes des heures et des heures dans une grotte et tout ça, tu te dis que t'as aucune chance d'en sortir, tu vois la lumière au bout, tu cours hein. Enfin, moi je cours. Mais moi je trouve que c'est le personnage qui est un peu mal géré. C'est parce que dès le début on comprend que elle est un peu casse-cou et un peu grande gueule. C'est le cliché du personnage qui va mourir en premier et c'est effectivement ce qui se passe. C'est un peu dommage. Mais par contre, elle c'est une actrice dont le sommet n'a pas été The Descent pour le coup. Elle était l'héroïne de The Magdalene Sisters, qui était pas un film d'horreur. Mais c'était avant The Magdalene Sisters. Oui, mais du coup c'est plus le sommet de sa carrière, The Magdalene Sisters, plutôt que The Descent. Elle joue le personnage qui séduisait les mecs. C'est l'héroïne. Enfin il n'y a pas vraiment d'héroïne pour moi. Enfin, il y a deux personnes il y a deux filles pour moi qui prennent le dessus, entre guillemets. La troisième fille, non, mais la deuxième fille. Ouais, d'accord, je vois qui c'est. Ah ouais, en effet, ouais. Après, The Magdalene Sisters, ça a beaucoup moins marqué que The Descent. Hein. Oui, mais en tant qu'actrice, je pense que c'est plus intéressant d'être. Oui, c'est clair. Un film que j'ai envie de revoir maintenant que tu en as parlé, ça faisait longtemps que je l'ai pas vu. Est-ce que donc c'est quoi pour vous là? J'ai plus ou moins dit la scène que j'aime pas trop. Pour moi, c'est celle-là parce que je la trouve dommage. Et vous avez une scène vraiment que vous trouvez en dessous de tout le reste? Alors moi, je dis,
c'est pas que je la trouve en dessous parce qu'en soi elle est bien, mais on arrive à un milieu enfin un moment dans le milieu du film où il y a les deux. Les deux blondes, je me rappelle plus. Ouais, malheureusement. Voilà. Elles ont une relation filiale, elles. C'est un peu bizarre leur relation. Elles sont pas sœurs ou. On a l'impression qu'elles sont soit mère ou fille, soit. Parce qu'il y en a une qui est hyper protectrice de l'autre et qui. Elles sont pas en couple même, je me rappelle plus. Je sais pas. C'est ça qui est. C'est ça qui est plutôt bien aussi. Moi j'aime bien quand on sait pas trop. Mais donc elles sont collées toutes les deux là, puis elles ont peur de se faire repérer à cause du bip de la montre ou je sais plus quoi. En fait là, juste on arrive à un moment où avec l'éclairage etc. Moi j'arrive plus à différencier les personnages. C'est toutes des Anglaises blondes qui ont la même morphologie etc. Ouais. Et entre eux, Sarah qu'on distingue un peu de temps en temps et ces deux nanas là, quand elles se mettent à mourir les deux premières, les premières fois que je voyais le film, je me dis mais attends, mais est-ce que c'est Sarah qui meurt à ce moment-là etc. Et oui, c'est vrai que ça c'est un peu dommage. On arrive à une espèce de flou au niveau des personnages et j'ai fait découvrir le film il y a pas très longtemps à des amis et c'est vrai qu'à ce moment-là, elles savaient vraiment plus qui était qui. Le port du casque aide pas non plus. Oui, voilà. Oui, c'est vrai. Donc c'est pas une scène en particulier que je trouve mauvaise, c'est juste une sorte de petit ventre mou à ce niveau-là dans le film où on n'arrive plus à différencier les personnages et c'est un peu dommage. Une scène qui pour moi est en dessous, je dirais ce moment CGI un peu dégueulasse avec les chauves-souris quoi, vraiment qui est pas nécessaire, qui pour le coup est vraiment le jumpscare facile par excellence. Au tout début dans la grotte, hein, ça. Ouais, quand elle descend et tout ça, t'as le moment des chauves-souris, c'est facile, ça sert à rien. C'est vraiment le moment qui est en dessous, mais après c'est pas une scène en particulier, c'est vraiment ce plan qui n'a rien à faire là, qui aurait pu être enlevé très facilement. Et pour le coup, votre scène préférée pour conclure sur une bonne note. Oui, pardon Manon, excuse-moi. Non, moi je sais pas en fait. J'avais anticipé. J'avais vu que dans ton regard, elle va pas m'en trouver une. Moi j'ai tardé à trouver, j'ai dû dire un plan, même pas une scène quoi. Ouais, écoute. Mais et par contre, votre moment, votre scène ou votre plan préféré vraiment? Moi c'est vraiment quand Sarah elle pète le genou de Juno. À ce moment là je trouve que c'est jouissif. Ouais non mais en même temps non, parce que voilà, on a appris aussi à s'attacher à Juno et à trouver que c'est horrible ça, mais du coup on est partagé par toutes ces émotions et le cadrage et la musique alors on est très dans le épique un peu etc, mais un peu soap opéra des fois. Oui mais la musique aide pas aussi, mais là je trouve que ça fonctionne vraiment. Ce passage là j'ai revu 1000 fois en faisant le montage de ma vidéo et à chaque fois ça me transportait. Mais il y a même la surprise surtout, c'est parce que tu penses qu'elle va lui refaire la même, en fait elle lui pète le genou. Oui, ce côté où t'es surpris d'un truc horrible, mais à la fois tu sais pas si c'est pas pire que ce que t'imaginais qu'elle fasse. Enfin, c'est vraiment pas mal. Ouais. Oui, puis du coup les petits ralentis et tout, genre tout est un peu too much, mais en fait bien équilibré et sur moi ça marche vachement bien ce passage. Mon plan préféré ou ma scène préférée? Vas-y les deux, allez, je suis généreux. Je sais pas, vraiment mon plan préféré. Je sais pas, je pense que le plan final quand même, rien que pour le côté ça se finit pas bien. Tu vois, c'est rien que pour le côté couillu et la beauté du plan aussi que je trouve très beau. Pour moi, c'est un ensemble qui fait que c'est peut-être mon plan préféré. Et Manon? Moi, mon plan préféré, c'est le fameux plan là, ultra connu où il y a le monstre derrière la fille. Parce que derrière les gens, ça te fait peur. Oui, voilà, parce que ça m'a traumatisé. Quand elle filme Oui. Ouais. Mais c'est marrant parce que d'ailleurs cette séquence c'est le plan qu'on voit tout le temps quand on parle du film. Ouais, mais cette séquence elle est finalement assez précurseuse de Rec, hein. Moi j'ai été surpris de voir à quel point il a dû pomper parce qu'il y a tout un jeu avec la caméra et justement la vision de nuit, parce qu'il y a même ce moment où elle est recroquevillée, elle voit sa copine se faire bouffer en vision de nuit et t'as l'impression que c'est un peu sa torche et tout, et ça c'est quelque chose qui va être totalement repris dans Rec pour le coup, et qui à l'époque de Rec j'avais l'impression que c'était un peu innovant, donc ça m'a surpris de voir qu'en fait Jedison, c'est vrai que la fin de Rec fait penser à ça. Il y a une vraie partie qui est une extension de la même idée, quoi, de ce caméscope qui peut filmer dans la nuit, quoi. Mais est-ce que c'est un film, pour conclure, est-ce que c'est un film que vous conseillez d'avoir dans sa Blu-ray Tech ou dans son... Enfin, est-ce que c'est un film que vous considérez qu'il faut posséder quand même, ça vaut vraiment le coup ou pas? Ah oui, totalement. Ah oui, il n'y a pas photo? Ah, pour moi, il n'y a pas photo. Ouais. C'est le film qui m'a le plus traumatisé. À combien maximum on l'achète? Oh, j'en sais rien, j'ai pas une échelle de prix. Hein. Ah bah vas-y, faut... non, mais j'en sais rien, sans déconner. Non, mais genre, $1 million. Non, j'en sais rien. Non, mais il y a pas d'échelle de prix. Qu'ils le trouvent au prix qu'ils peuvent, quoi. Mais à posséder, quoi, pour toi. Ouais. Ah oui, pour moi, à posséder. Hein. T'aimes le cinéma d'horreur, t'es pas obligé de l'avoir, mais tu te dois de l'avoir. Oui, moi c'est ça, c'est à posséder pour qui aime le cinéma d'horreur, parce que par contre je comprendrais que quelqu'un qui n'est pas fan de films d'horreur ce soit vraiment quelqu'un qui est pas fan de films d'horreur. Universellement ça se discute, mais si t'es fan de films d'horreur, tu l'as. Forcément tu l'as. Ouais, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé du genre horrifique en soi, mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui est un peu unique dans ce genre-là, parce qu'il exploite une situation et qui est finalement
c'est pas un sous-genre du film d'horreur, quoi. Le film il de a cave deux genres et tout ça. dans un film, quoi. Au début, t'as un côté un peu survival très classique et tout ça que n'importe quel thriller pourrait avoir et tout ça. Genre comme Exit qui est sorti récemment et tout ça. Et d'un seul coup, t'as un virage un peu comme on a eu avec Une nuit en enfer ou Psychose. D'un seul coup, t'as un autre genre qui arrive et tout ça. Ouais, ça c'est fait peut-être pour film, ça qu'il a ce côté un peu unique, je pense. Et ouais, c'est vrai qu'il se revoit encore vraiment très bien. Il marche très très bien. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission, à ce premier podcast. Hein. Donc c'était une première pour nous tous et pour moi surtout. C'était pas si pire. C'est pas si pire. On s'en est sorti. Non, mais voilà, merci beaucoup aux gens qui l'ont écouté. Le principe, donc, c'est que va y avoir encore 2 autres émissions avec les mêmes personnes sur le genre de l'horreur, mais à chaque fois sur un film précis. Donc vous découvrirez ça la semaine prochaine, normalement, si tout va bien. Je vais essayer d'être régulier, mais ça, je me promets rien. Mais voilà, donc en tout cas, vous pouvez vous abonner sur toutes les applis de podcast si mon truc arrive à être en ligne correctement. Donc j'imagine que ça va être Apple Podcast, SoundCloud et tutti quanti. Si vous écoutez ça, c'est bon signe a priori. Voilà, oui. c'est normalement si vous y êtes arrivé jusque-là, c'est que ça marche. Vous pouvez vous abonner, normalement ça marche. On va refaire un petit tour aussi pour rapidement vous représenter une dernière fois et dire où on peut vous retrouver sur internet si on a besoin de... Si d'un coup on s'est dit elle est super intéressante en fait Judith là, comment je la trouve? Judith, moi vous me trouvez sur la chaîne Demoiselle d'horreur sur YouTube, voilà, abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous. Parce que c'est un jeu de mots avec demoiselle d'honneur, d'horreur. T'as compris? Mais il est brillant cet homme, il est brillant. Ouais, j'avais pas compris. C'est du génie. Impressionné. Non mais moi tu sais, faut que je fasse une vidéo sur un sujet pour le comprendre. J'ai pas prévu de faire de vidéo sur la chaîne. Okay. D'accord, je comprends mieux maintenant. Et donc toi, Anto, on peut te retrouver où? Alors moi c'est Anthony Pazzona, Anthony sans H, je précise, sur YouTube et sur Twitter avec les mêmes noms. C'est ça. Et Manon? Moi c'est MN Frankenstein sur Twitter. Et sur YouTube, c'est Frankenstein Slab pour l'instant, parce que je vais peut-être changer de nom. Eh bah écoute, je le connais, ça se fait très facilement. C'est juste les mails où tu peux pas changer. Parce que évidemment, moi c'était la critique masquée, maintenant c'est Zoltan, critique de Zoltan sur YouTube et critique de Zoltan sur Twitter aussi. Donc n'hésitez pas à nous suivre pour être au courant des autres épisodes. Et donc on se retrouve très bientôt pour la prochaine. Et la semaine prochaine, on va parler d'un film américain avec un mec qui est pas au top de sa santé mentale. Voilà, petit teasing. Bon allez, on se retrouve très vite et merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Au revoir.